Ici, cathédrale osseuse, la CGT organise une journée de mobilisation contre la réforme des retraites à 64 ans. On va essayer de prendre un peu la température. Bon, je suis avec le camarade Benoît qui est facteur et syndiqué. Bon, alors, est-ce que l'appel de la CGT aujourd'hui, qui est une mobilisation contre la réforme des retraites notamment, pour l'augmentation des salaires, etc., est-ce que c'est suffisant au regard du contexte politique, de la séquence politique qu'on traverse ? Est-ce que l'appel de la CGT est à la hauteur de la situation, sachant qu'on s'est fait, entre guillemets, voler une élection, notamment législative ? C'est compliqué parce que nous, on a la charte d'Amiens qui nous dit qu'il ne faut pas trop qu'on se mêle de politique. En même temps, quand tu fais du syndicalisme, tu es obligé de faire de la politique. Disons qu'il y a un décalage entre effectivement la situation politique telle qu'elle est et nous, ce qu'on porte comme démarche à l'intérieur des boîtes. Ça fait un petit moment déjà que dans les syndicats, on a annoncé cette journée du 1er octobre. On l'a préparé du mieux qu'on pouvait, ça fait des semaines qu'on est sur le terrain auprès des collègues à essayer de... D'ailleurs, est-ce que c'est pas à cause de ça, peut-être en partie, vous avez organisé cette journée longtemps à l'avance ? Est-ce que ça peut expliquer le décalage au niveau des revendications et de la situation ? Il faut avoir bien conscience d'un truc, c'est que là, on est ensemble entre gens convaincus. Dans les services, en tout cas, pour nous, ce qu'on constate, ça parle assez peu politique. Il y a beaucoup de défaitisme. On voit mal comment est-ce qu'on peut sortir de la situation. Après, c'est une manière de faire qu'on a toujours adoptée à la CGT, c'est-à-dire qu'on annonce des journées bien à l'avance pour justement pouvoir les préparer, parce que il n'y a pas ce fameux bouton rouge où on déclenche une grève comme ça. Ce que tu es en train de dire d'une certaine manière, c'est que contrairement à ce qu'on entend beaucoup chez les tendances trottes notamment, qui critiquent beaucoup la représentation syndicale, les délégués, etc., donc toute la bureaucratie syndicale, et qui refusent de regarder un peu ce qui se passe au niveau des bases, toi tu aurais tendance à dire que les bases sont très froides et timides et le problème n'est pas forcément simplement bureaucratique, quoi. On a un découragement général. On a aussi, il ne faut pas oublier, une extrême droite qui est très haute. Donc dans les services, forcément, il y a des gens qui sont sensibles à ces idées-là. Nous, on les combat, on fait ce qu'on peut. On n'est pas suffisamment nombreux pour faire suffisamment d'activités. Donc, syndiquez-vous, voilà. On a tendance à dire que la CGT, elle est ce qu'on en fait. Donc il faut rejoindre les syndicats et puis effectivement essayer de faire bouger les lignes. Mais effectivement, c'est vrai qu'on ne va pas non plus se mentir, les directions syndicales ne sont pas révolutionnaires. Mais c'est intéressant ce que tu dis, tu as utilisé une formule, tu dis une chose intéressante, tu dis la CGT, elle est ce qu'on en fait. Alors si on revient un peu sur l'histoire de la CGT, la charte d'Amiens, etc., charte d'Amiens qui pose un peu les bases du syndicalisme à la française. Il n'y a pas que la CGT qui s'en revendique d'ailleurs. La charte d'Amiens, elle pose quoi de mémoire ? Elle pose l'indépendance du syndicalisme vis-à-vis des partis, donc ça c'est une spécificité française. Et elle pose aussi quand même une perspective à l'époque anticapitaliste, un dépassement du capitalisme, donc révolutionnaire. Il y a une critique du réformisme, il me semble, dans la charte d'Amiens. Et aujourd'hui, le volet révolutionnaire, il a été oublié. Et quand on écoute certains historiens sur la CGT, c'était plutôt les tendances anarchistes qui dominaient la CGT, et avec le développement de la grande industrie, il y a une approche plus réformiste du syndicalisme qui s'est imposée. Donc effectivement, tu as parlé de la charte d'Amiens, c'est quelque chose d'important. Ce qu'il y a de central aussi à la CGT, ce qu'on appelle la double besogne. Je crois que c'était Krasuki qui parlait de la stratégie du carreau cassé, donc c'est-à-dire les intérêts immédiats des salariés sur le lieu de travail. Donc ça, c'est une première jambe sur laquelle fonctionne la CGT. Et il y a normalement effectivement une deuxième jambe qui est celle de proposer une nouvelle société, effectivement, pour pas systématiquement être dans la défensive. Et effectivement, cette deuxième besogne, on a du mal à y revenir. Moi, à mon avis, c'est qu'effectivement, les syndicats font du syndicalisme et les partis politiques font de la politique. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait une espèce de dialectique de tout ça, avec des syndicats qui renouent avec la question politique et des partis politiques qui soient un petit peu plus l'émanation des militants de terrain qui sont encore nombreux et qui ont encore un petit peu d'énergie et qu'il ne faudrait pas épuiser à la tâche à force de ne pas avoir de stratégie finalement. C'est vrai qu'on fait vachement porter le chapeau et la responsabilité à la CGT là, mais il faut aussi interroger le rapport des partis, notamment de la France Insoumise, à la question syndicale. Bon, je sais pas, il faut réfléchir sur tout ça. Il y a un gros chantier théorico-pratique à mener, quoi. Tu fais bien de rappeler que ça part avant tout des bases. Il faut pas faire porter le chapeau seulement
aux directions syndicales. Disons que les directions syndicales, elles sont aussi la conséquence tout simplement de ce qui se passe dans les bases. Faut pas se cacher non plus. Hein. Moi, je pense au contraire qu'il faut qu'on prenne toute notre responsabilité. Alors après, il y a aussi des vrais vents contraires. Enfin, c'est-à-dire qu'on a un taux de syndicalisation qui est à peu près autour de 7%. On a à peu près la moitié des entreprises qui sont des petites entreprises dans lesquelles il n'y a pas du tout de représentation syndicale. Et donc, avec ça, on peut pas faire un raz-de-marée, quoi. Voilà, moi, j'enjoins à rejoindre les syndicats, en particulier la CGT. Moi, je milite à la CGT du fait de mon histoire, mais aussi parce que dans l'histoire, de manière générale, c'est la CGT qui a conquis tous nos droits sociaux. Moi, je pense que dans les syndicats, on a la question de renouer avec le politique, qu'il faut absolument qu'on se pose très très rapidement. Je comprends certaines orgas, notamment d'étudiants, ou en tout cas très jeunes, qui ont parfois un point de vue un petit peu idéaliste. Moi, je cherche pas du tout à être donneur de leçons ou quoi, mais c'est vrai que quand tu te retrouves sur le terrain, dans le concret, avec des salariés qu'il faut mettre en mouvement, c'est extrêmement difficile. Et toi, tu disais qu'avant, tu étais plus idéaliste et quand tu as commencé à côtoyer le monde du travail, qu'est-ce que ça a changé? Oui, c'est vrai que j'étais idéaliste. Jeune, j'étais idéaliste parce qu'on lit des bouquins, parce qu'on se forme et puis parce que la théorie, c'est primordial. Le truc, c'est qu'à un moment donné, la théorie, il faut la confronter aussi à la pratique. Et à la pratique en dehors des cercles de convaincus. Et c'est là qu'on arrive dans le dur parce qu'il faut mobiliser des gens qui ne sont pas forcément convaincus. On l'a vu sur les élections politiques, on a quand même 30% des votants qui votent à l'extrême droite. Tout ça, c'est une réalité. Il n'y a que 30% des gens qui ont voté pour une gauche. Et une gauche qu'on ne peut pas qualifier de révolutionnaire non plus. Donc se confronter au réel du rapport de force sur le terrain, c'est extrêmement formateur aussi. Moi, je dis pas qu'il faut abandonner la théorie, pas du tout, au contraire. Mais il faut toujours pas de théorie révolutionnaire sans pratique révolutionnaire, hein, voilà, tout simplement. Moi, je me définis pas comme révolutionnaire. Je l'ai fait par le passé, mais je me définis pas comme révolutionnaire parce que je pense que pour être révolutionnaire, il faut faire la révolution. Et moi, je suis jamais sûr d'être en train de faire la révolution. Par contre, effectivement, on essaye d'aller conquérir un progrès social, de gratter ce qu'on peut aller gratter au maximum. C'est pas forcément être réformiste, mais il faut aussi être conscient de la force et de la faiblesse qu'on a parfois. Après, être révolutionnaire, c'est déjà mener un syndicalisme de combat, notamment avec des grèves offensives organisées à l'échelle d'une nation. Bon voilà, la révolution, c'est pas forcément la lutte armée. Hein. Oui. Au-delà d'avoir une grève au niveau d'une nation, c'est avant tout dans nos grèves essayer de reconquérir la souveraineté des travailleurs sur la production. Pour moi, c'est ça être révolutionnaire. Et je pense qu'on n'en est pas encore là. On y travaille, mais on n'en est pas encore là parce que peut-être qu'on a abandonné la question politique dans des organisations syndicales. Faire une balade comme ça de temps en temps pour protester en disant on est là, je pense que Macron, il le sait qu'on est là. On est là, wesh. Oui, on est là, effectivement, c'est bien, mais ça suffit pas. Tant qu'on ne reconquérira pas la souveraineté sur le travail, on pourra les multiplier, les journées, on se fera gazer de temps en temps, puis quand on n'est pas très très nombreux, ils nous laisseront tranquilles. Par contre, quand on va dans les boîtes s'affronter directement au patronat en organisant les camarades et les collègues surtout, parce que c'est compliqué, c'est là qu'on est le plus dangereux et c'est là qu'ils tapent le plus fort en général. Par rapport à ce que tu disais juste avant sur les organisations trottes, moi je pense à Anas Kazib. Ouais. Anas Kazib, il fait souvent des sorties un peu gauchistes sur le syndicalisme. Je pense qu'effectivement, comme tu le dis, la situation sur le terrain, elle est plus complexe. Elle est plus complexe qu'une simple critique du vol du syndicalisme par la bureaucratie, etc. Je pense que c'est plus compliqué. Décrire le lien de subordination capitaliste, c'est important. Mais il me semble que c'est bon, on est au courant. Même s'il n'y a pas une conscience précise de comment est-ce qu'on se fait exploiter, je pense qu'il y a déjà une classe en soi. Il y a un sondage qui est tombé là, très intéressant. 80% des Français, je crois, je mettrai le screen, souscrivent à l'idée qu'il y a une lutte des classes qui structure la société française. C'est hallucinant comme chiffre. Moi, ça m'étonne pas. Quand tu discutes avec les gens sur leur lieu de travail, ils le savent qu'ils décident de rien. Alors peut-être qu'ils sont pas conscients qu'il y a l'extorsion de la plus-value, mais à la limite, on s'en fout. Maintenant, la question, justement, à mon sens, pour être révolutionnaire, c'est comment est-ce que... Enfin, bon, c'est vieux comme le monde, mais c'est comment est-ce qu'on met ces gens-là, cette classe en soi, en mouvement pour qu'elle devienne une classe pour soi qui s'autonomise. Voilà, à mon avis, c'est surtout ça l'urgence. Décrire, moi, Anas, c'est un camarade, évidemment, décrire simplement le lien de subordination capitaliste, ça suffit plus.
Il faut vraiment passer à la vitesse supérieure si on veut vraiment être à la hauteur de quand on se dit révolutionnaire, effectivement. Ah, je suis d'accord avec toi, vraiment la conscience révolutionnaire c'est central dans un processus de transformation sociale. De mes quelques années d'expérience sur le terrain, quand je parle avec les travailleurs, en fait la perspective communiste, parce qu'il faut dire les mots au bout d'un moment, la perspective communiste, elle est là dans un coin de leur tête mais ils y pensent plus au fait. Il y a beaucoup de résignation et quand on convoque cette perspective, d'un coup, il y a une lueur dans les yeux, quoi. Il y a quelque chose qui se réveille. C'est important de reconquérir les mots aussi et d'y remettre des concepts.